Bonjour Sandrine, Bonjour Monica. on se retrouve aujourd'hui pour le 73e cycle d'investigation dont tu connais pas du tout le sujet, Non. comme d'habitude. Est-ce que tu es prête, hein? Oui, je suis prête. Très bien. Alors je t'invite à fermer les yeux et à te détendre. Je vais compter de 10 à 1. Tu vas sentir ton corps se détendre de plus en plus. 10. Tu sens ton corps qui se détend. 9. Tu sens ton corps qui se détend de plus en plus à chaque respiration. 8. Tu sens ton corps devenir lourd. 7. Tu sens ton corps devenir de plus en plus lourd. 6. Tu modules tes fréquences afin qu'elles soient idéales pour toi. 5. Tu te sens parfaitement bien. Tu te sens en sécurité. 4. Tu entres dans l'univers hypnotique. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Lorsque j'arriverai à 3, tu te connecteras à ce nouveau cycle d'investigation au sujet des archives akashiques. 1, 2, 3. Comment tu te sens, Sandrine? Bien. Parfait. Alors, l'éther est-il capable de mémoriser en permanence toutes les pensées et actions produites dans n'importe quel espace-temps? S'il est capable de garder toutes les informations, c'est De ça? mémoriser, tout De à fait, mémoriser en permanence, toutes en les permanence. pensées et actions produites dans n'importe quel espace-temps. À première vue, oui. Mais je perçois aussi Oui. euh, que la répétition d'expériences ou d'informations va, euh, va comme générer une mémoire qui va effectivement se cristalliser comme de plus en plus et rester.
et que certaines... C'est difficile à mettre des mots, mais que... Dis-le Comme comme si adieu à comme tes ça vient, oui, comme si certains éléments, certaines informations pourraient, pas pourraient, se délitent avec, avec le temps. c'est-à-dire. Euh, de ce que je perçois là, par exemple, j'ai comme un distinguo, par exemple, entre le phénomène de la pensée, que des pensées récurrentes chez l'être vont avoir une cristallisation qui ne sera pas de la même nature que des pensées qui se seront qui auront été émises ou qui auront été réceptionnées très très peu ou très rarement. D'accord. Est-ce que tu perçois ou visualises autre chose concernant cette question? Je voyais une dimension aussi par rapport aux croyances, les croyances qui ont été entretenues de longue, que ce soit par de la tradition orale ou de la tradition écrite, quand c'est passé par des supports dans la matière, dans la pierre ou sur des murs, dans des écrits sur des livres, j'ai le sentiment qu'il y a une impression, une cristallisation plus forte. D'accord. Très bien. Donc les informations sont contenues dans une sorte de cristallisation. Oui. Très bien. Comme si elles étaient plus... comme si elles prenaient de la danse, comme une forme de densité. C'est dans ce sens-là que je dis cristallisation. Perçois-tu ou visualises-tu des termes ou des symboles qui représentent le contenu de ces informations présentes dans l'éther? Le premier symbole que je vois, c'est une spirale. Décris-la-moi. Une spirale en 3 dimensions qui fait penser un petit peu à des images qu'on peut voir de notre galaxie. D'accord. Avec une expansion depuis le centre vers l'extérieur. Une spirale qui va en s'expansant. Très bien. Est-ce que tu perçois ou visualises autre chose? Une perception de toute une série, tout plein de symboles qui passent là un peu sur mon écran interne. Autant des symboles, des dessins très simples qui font penser à des signes très archaïques,
Oui. que des symboles qui vont après être comme dans le développement de certaines branches d'écriture. Puis je vois ça défile, ça s'arrête pas forcément sur certains en particulier, mais une grande quantité de symboles, Très bien. de dessins ou de symboles qui s'apparentent à une forme d'écriture, de langage écrit. Très bien. Accéder à ces informations signifie avoir accès à des informations sur le passé, le présent et l'avenir de toute chose ou personne? C'est l'impression que ça me donne, oui. Très bien. Alors, y a-t-il une relation entre le karma et cette sorte de mémoire cosmique de nature éthérique? Je perçois que oui. Quel Oui. genre de relation? Euh, ben là, ce que je perçois, c'est pour quelqu'un qui est dans cette vision du monde, cette forme de croyance, Mhm. comme si ça, ouais, comme si de croire en l'existence du karma génère comme une connexion plus forte, plus dense à ces comme des comme des lignes de temps écrites. Écrites, c'est pas le terme, mais comme des lignes de temps avec des étapes, comme un jeu de cartes qui était Mhm. déjà donné sur telle ligne, sur telle autre. D'accord. Et puis pour d'autres qui ont comme dépassé cette idée de karma, Mhm. comme si comme s'ils pouvaient eux-mêmes euh, remélanger le jeu, jouer D'accord. d'autres cartes, jouer autrement. Je ne sais D'accord. pas Et si donc, c'est clair ce que je si, dis. si, c'est très clair. Ok. Et donc, du coup, on vient sur la question suivante. Y a-t-il une relation entre le libre arbitre et la mémoire éthérique? Je perçois que oui. Et donc, quel genre de relation? Comme si dans cette création, Mhm. comme si on n'avait pas vraiment de libre arbitre. C'est-à-dire? Dans le sens où comme si on n'a que le choix de ce qui nous est proposé. Donc, ça me donne cette perception que c'est pas un libre arbitre fondamental ou réel. D'accord. Est-ce que c'est uniquement pour les personnes qui croient au karma, comme tu disais avant? Ouais, ça me fait ce lien-là. Oui. Et une personne qui croit au libre arbitre, alors,
quelle est la relation, du coup, qu'est-ce qui va se passer avec la mémoire éthérique? Et quelle est la relation entre le libre arbitre et la mémoire éthérique? Ben, comme si il y aura plus de fluidité Mhm. dans, comme si, ça, il y avait comme une ouverture à plus de possibles, D'accord. mais le libre arbitre Mhm. n'est pas quand même total parce que D'accord. les possibles qui sont, comment te dire, c'est comme si c'est ça, c'est ceux-là là, c'est dans ce, comme s'il y a un bout de déterminisme quelque part Mhm. dans ces possibles, même si les possibles sont plus élargis, Mhm. ils sont comme quand même limités, quelque part, ils D'accord. sont comme pas infinis, total, Ok. transcendantal. Très bien. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Ok. Les humains peuvent-ils se connecter à ces informations? Oui. Comment? Bon, ce que je perçois, comment, prenant déjà un temps pour se placer en soi, dans cet espace non duel, C'est-à-dire? dans cet espace qu'on a tous à l'intérieur de nous, Mhm. où on n'est plus dans cette dynamique de dualité, de polarisation des choses, D'accord. comme dans un espace euh, qu'on pourrait qualifier un peu comme de neutre, Mhm. de Mais blanc. d'accord, mais techniquement? Euh, c'est de choisir, décider de faire ça, de placer sa conscience dans cet espace à l'intérieur de soi. D'accord. Et Et après, oui, je t'écoute. et une fois qu'on a fait ça, qu'on se place avec sa conscience dans, dans cet espace Mhm. neutre, de faire le choix, de décider, de commander, de se mettre en connexion avec ces informations, Donc avec l'intention. soit avec l'intention, exactement, Très bien. et simplement être dans cette, dans cette certitude, j'ai Mhm. envie de dire, d'avoir fait ce premier pas, d'être revenu dedans, ça, comme si ça évite de repartir dans des choses trop mentales, Mhm. réflexives, et qui seront de nouveau dans une forme de dualité. D'accord. Très bien. C'est clair? Très clair, merci. Ok. Alors, les chroniques akashiques ou mémoires akashiques, dossiers akashiques, les registres akashiques encore, sont des termes qui expriment un concept ésotérique répandu en Occident par la doctrine théosophique vers la fin du XIXe siècle. Perçois-tu une corrélation avec ce qui a émergé jusqu'à présent? Dans ce qu'on a partagé, Exactement. oui, oui, je peux percevoir ça. Dès le départ, quand le thème a été présenté, Mhm. j'ai un peu depuis ce moment-là, été comme un petit peu dans une ambiance analogue. euh, je ne sais pas si tu as vu le film Interstellar. Non. Ok. Ben,
c'est une ambiance comme de bibliothèque, Mhm. une bibliothèque comme une bibliothèque plus floutée, donc D'accord. moins dense, Mhm. et comme si elle se développe en fractal à l'infini D'accord. et en, comme dans toutes les dimensions, Mhm. pas en 2D, puis comme si c'était pas que en 3 dimensions, comme si vraiment un D'accord. développement fractal d'un espace de bibliothèque et de D'accord. trames d'informations, D'accord. comme de trames de lignes de vie. Mhm. Voilà, je trouve ça être très en corrélation, en tout cas au niveau vibratoire, avec ce qu'on a perçu jusque-là. Et est-ce que tu perçois ou visualises autre chose, hein, d'autres liens encore? Non, c'est ça qui Très m'évoque. bien. Y a-t-il ou existe-t-il des interactions entre les humains et ces archives akashiques? Des interactions, Mhm. tu disais, entre Oui, des humains et ces archives. tout à fait. Oui, je peux percevoir que certains êtres humains, Mhm. si, comme s'ils s'y projetaient en conscience D'accord. pour aller, pour aller prendre de l'information. Quel type d'information? Des informations sur leur propre vie, sur des connexions avec des êtres qui leur sont chers, D'accord. sur des événements, je dirais des événements majeurs qui peut-être les troublent, les questionnent, D'accord. Y sur a-t-il... des aspects euh, des aspects qu'ils aimeraient comme développer et comme si dans leur moment de méditation ou Mhm. d'introspection, ils arrivent à accéder jusqu'à une certaine strate d'information D'accord. et qu'à un moment donné, ils n'arrivent pas plus loin. Alors, comme s'ils se projettent Mhm. dans comme un espace, une Mhm. projection, dans l'idée de pouvoir là aller plus loin dans la découverte d'informations. Très bien. Y a-t-il des interactions entre les archives akashiques et des êtres non humains? Ah oui, là, Mhm. Dis-moi. je perçois des formes, là, 3 formes, Mhm. euh, je perçois comme une énergie comme s'ils étaient, quoi, comme des gardiens de ce lieu, de D'accord. cet espace, comme gardiens et comme guides Mhm. Vérifie leur dans ADN. cet espace.
Quel est l'ADN de ces êtres? Un mélange, comme si devant il y a de l'ADN humain, humanoïde, je dirais, pas humain de la Terre. Pas humain de la Terre, C'est d'accord. quand même un peu différent. Très différent. Quand même, ouais, c'est quand même différent. Et puis, comme si c'est en trame arrière, c'est pas humain. Tu as l'information maintenant. C'est quelque chose du, ouais, archonte. Ok. De nouveau ce terme qui D'accord. Mais est-ce qu'il y a des êtres non humains qui interagissent avec les archives akashiques comme les êtres humains? C'est-à-dire qu'ils vont chercher des informations? Je ne perçois pas, non. D'accord. Donc uniquement humain alors. Humain, et puis aussi je peux percevoir l'énergie d'humain plus incarnée. D'accord. Très bien. Mais je ne perçois pas d'autres formes d'énergie. Ok. Non. Donc on va continuer avec la partie d'exploration libre. Oui. Donc tu m'as dit que les informations se cristallisaient un peu comme une espèce de mémoire. À quel endroit, à quel niveau? Et est-ce que ça se cristallise également dans le corps physique ou dans le corps éthérique? Ah oui. Je peux percevoir que ça peut se faire sur plein de plans différents. Autant dans l'être au niveau de sa physicalité. D'accord. Autant par rapport à des choses qu'il peut avoir vécues de très positif, très soutenant pour lui dans sa vie, très inspirant. Et ça va faire comme des ans, je percevrais ça comme une forme d'ancrage, mais quelque chose qui est positif, qui est porteur pour l'être, pour son développement, sur lequel il va pouvoir des moments comme s'encourager, se prendre de l'élan pour aller plus loin ou pour se réconforter ou dans des choses comme ça, dans des processus comme ça. Et autant au niveau plus douloureux de mémoire de traumatisme, que ce soit physique, sur le plan de l'énergie vitale, sur le plan de l'énergie émotionnelle, mentale, autant dans ces cours-là, avec des moments aussi comme des traces, des cicatrices qui vont aussi venir autant sur ces corps vibratoires que sur le corps physique. D'accord. Et comment est-ce qu'un être humain peut donc se débarrasser de ces mémoires qui sont cristallisées? Simplement en prenant conscience. D'accord. En prenant conscience et je vois un peu le même processus que tout à l'heure. Faire cette intériorisation dans cet espace qui n'est plus dans la dualité, dans la polarité de la matière, et d'émettre l'intention de nettoyer, de transmuter, de transmuter ces énergies dans ces corps, comme si c'est ces corps supérieurs qui vont pouvoir transmuter ça. Oui. Et après, comme si l'énergie nettoyée, transmutée, revient
revient à nouveau vitaliser, dynamiser les cellules, les parties du corps physique ou des D'accord. corps énergétiques qui étaient en déséquilibre, je dirais, Très bien. quelque chose comme ça. Mhm. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Et alors, sachant tout ce qui se passe actuellement, c'est pas toujours évident de trouver cette neutralité intérieure. Est-ce que tu vois quelque chose une information qui pourrait aider chacun à donc s'apaiser à l'intérieur et être dans cette non-dualité? Comment faire pour atteindre ce stade de neutralité? C'est simplement faire le choix, savoir D'accord. qu'on peut tout à fait, c'est tout à fait en notre pouvoir de faire ça. Et il n'y a pas tellement à mentaliser ça, Mhm. de comment on va pouvoir, est-ce qu'on va pouvoir. Simplement, je fais le choix. Je prends maintenant le temps, je place ma conscience dans cet espace à l'intérieur de moi. Très bien. Cet espace stable, cet espace immuable qui habite chacun de nous. Très bien. Et depuis cet espace, comme si depuis cet espace, tout est possible. Après, simplement, je sais que je suis créatrice et je pose l'intention. D'accord. Quand on a parlé du libre arbitre, tu m'as dit qu'en fait, le libre arbitre n'était pas total. Oui. Mhm. Et là, tu viens de me dire qu'il suffit de se rappeler que voilà, on est créateur. Mais si le libre arbitre n'est pas total, on ne peut pas réellement créer ce qu'on veut. En nous, on est créateur et puis on peut tout créer dans notre propre espace. D'accord. Après, dans notre environnement proche, effectivement, là, tout dépend pas de nous. Alors dis-moi, comment avoir un libre arbitre total? Un libre arbitre total, donc Mhm. tu parles autant dans notre espace propre de création que Mhm. dans notre Parce que quand on parlait du monde, vie matérielle, vie physique. Parce que quand on parlait du karma, tu disais que voilà, c'est un peu comme différentes cartes. On va pouvoir choisir parmi ces cartes. Euh, Quand on a conscience du libre arbitre, on a le choix parmi plus de possibilités, mais le libre arbitre n'est pas total. Donc, comment avoir un libre arbitre qui est total et pouvoir choisir pouvoir choisir et manifester exactement ce que l'on désire? Ben, ce que je perçois, c'est déjà comme si vraiment la première étape ou l'étape fondamentale, c'est soi, avec soi, avec son D'accord. propre, avec son corps physique, sa réalité Mhm. interne, hein, que ce soit ses pensées, ses émotions, tout ce qui nous concerne directement, de pouvoir être comme s'il faudrait pouvoir être à chaque instant dans dans cet espace euh, hors polarité, Mhm. De neutralité, comme tu disais avant. c'est ça, dans Mhm. cet état de conscience, comme, comme d'avoir, comme de pouvoir au niveau de la conscience Mhm. s'élever au-dessus
de, de la réalité, avec guillemets, terrestre, comme on la conçoit depuis notre personnalité, notre ego. Et puis qu'à partir de là, comme si c'est à partir de là que tout se passe, que tout se place. Mais j'ai l'impression, en même temps, tu sais, comme si c'est notre mental un peu qui nous ferait croire que c'est beaucoup de travail, que c'est très compliqué dans la vie de tous les jours, parce que sans cesse happé par une multitude d'informations, de demandes, d'attentes de nous-mêmes, de l'extérieur, qui sans cesse comme nous sort de cette centricité. Je vois très bien. Tu as vu des symboles. D'où viennent ces symboles? C'était en lien avec le karma ou en lien avec avec les informations? Ces plans akashiques, ces bibliothèques akashiques, c'était en lien avec l'un ou l'autre? En rapport avec les informations qui sont mémorisées en fait dans l'éther. Dans l'éther. Et donc tu as visualisé des symboles. Oui. Et donc, d'où proviennent ces symboles? Qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement? Écoute, ce que je perçois, c'est comme si chacun comme représentait des formes de réalité différentes, de strates différentes, de qualité d'information, et que ça venait de... Il me vient dire de partout, mais en même temps partout ça veut rien dire, mais autant des informations du vécu qui s'est passé sur plein de lignes de temps, sur cette sphère terrestre, que aussi des sommes d'informations comme qui sont venues comme de l'information, comme des influx cosmiques, comme l'influx qu'on peut avoir de magnétisme de la Lune ou l'influx qu'on peut avoir du Soleil, là comme comme des flux d'informations qui viennent du cosmos et qui sont venus s'engrammer dans l'éther de la planète en différents temps, sur différents plans de conscience aussi, dimensions. Tu vois, c'est quelque chose comme ça de très complexe. D'accord. Alors, oui, complexe. Oui. Est-ce que tu perçois, visualises autre chose encore? Non. Très bien. Alors, tu m'as dit que ces informations, elles contenaient des données sur le passé, le présent et l'avenir de toute chose ou personne. Oui, c'est très potentiel que je percevais ça. Oui. Très bien. Donc, donne-moi des informations sur l'année 2021, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vois pour l'année 2021? À quel niveau ou donc À un niveau...
Par, c'est pas tout une à fait. zone géographique, Par, c'est des par rapport à êtres. la situation qu'on connaît actuellement en Europe. Situation par rapport à cette Par rapport à cette, pseudo-pandémie, par oui, rapport à par rapport à ce qui se l'évolution passe d'un point de vue par rap- sanitaire, d'un point de vue sanitaire, politique, d'un point de vue politique, social, économique, économique. social. Exactement. Dis-moi ce que tu vois se passe, ce Sur que tu ces vois pour plans-là, sur le d'accord. Pour continent européen. Europe, Exactement. alors déjà, j'ai comme une perception de... Ça me vient comme ça, comme un peu Dis-moi tout ce qui tient. des forces, comme des Mhm. forces en opposition, D'accord. comme comme si ça pousse d'en bas, et Mhm. puis comme si ça presse d'en haut. Ça D'accord. me fait comme une image un peu comme ça de, D'un étau qui se resserre. de pression, exactement, de quelque chose qui se resserre, comme un peu un sandwich avec plein Mhm. de couches. Et puis dans la dimension, ce que je perçois un peu comme une couche au niveau politique et avec les influx sociétals, Mhm. comme si ça presse plus, dans le sens comme une intention de continuer dans certaines voies engagées, à savoir continuer dans cette dynamique de restriction, de D'accord. liberté, de maintien et même encore plus fort par rapport à cette émulation d'énergie de peur, Mhm. d'instigation de peur par rapport à d'hypothétiques virus qui viendraient plus virulents, qu'on n'arriverait pas forcément à contrôler. D'accord. Donc avec ça mis en avant, Mhm. euh, ça, ça leur permet de poursuivre dans ces voies engagées de limiter Mhm. les libertés, aussi comme d'une manière déguisée, d'imposer des nouvelles normes ou des nouveaux fonctionnements D'accord. sur des aspects, des fonctionnements financiers. Je vois par exemple comme de faire que on utilise moins l'argent en papier et en sous, Mhm. mais de plus en plus par la carte, les cartes de crédit, les D'accord. comptes, même l'argent, comme si de faire amener de plus en plus ça comme une habitude et comme si c'était un bien, Mhm. d'amener ça d'une manière, l'argent comme virtuel, Ouais. et ça amène comme plus de contrôle Mhm. sur les êtres humains et sur les entreprises. Alors, j'ai juste une petite question. Cette Oui, information, tu l'as récupérée dans ces archives akashiques? Elle te vient d'où cette information? non, je m'étais pas placée au niveau D'accord. des archives Donc c'est akashiques. toi. J'étais dans, C'est oui, toi qui oui, oui, ok, oui, parfait. Très où bien. je me mets comme Mhm. le plus haut que je peux Mhm. Très bien. pour, Donc c'est tes propres informations.
Oui. Parfait. Très bien. Et donc ça, c'est ce qu'on connaît déjà actuellement. Va à décembre 2021 en France. Qu'est-ce que tu vois? Dis-moi ce qui te Ce qui vient. me vient, c'est plus de restrictions, de liberté, euh, plus de taxation, des, euh, des promesses, je ne sais pas si c'est le Mhm. mot, Oui, mais dis, des comme engagements tu le sens. des engagements qui avaient été mis, qui Mhm. avaient été donnés au niveau de l'État, que ce soit pour le social, pour Mhm. la santé, pour des projets, sous le couvert de la continuité de ce qui se passe avec tout ce qui est autour de D'accord. ce virus et ce vaccin, ne seront pas concrétisés, Mhm. vont être utilisés à des fins pas transparentes, où c'est pas expliqué avec transparence D'accord. pour au peuple, quoi, j'ai envie de dire. D'accord. Et pour un pays comme la Suisse, par exemple, qu'est-ce que tu vois en décembre 2021? Et grosso modo la même chose, avec peut-être simplement un peu plus de finesse pour faire passer ça, si tu veux, à la population dans D'accord. le cadre de votations où ils Mhm. auront leur faire croire qu'ils ont un bout de libre arbitre, de Mhm. donner leur avis dans des votations qui seront déjà tronquées, D'accord. déjà aiguillées, Ok. et où finalement, là, une impression que, comme si la majeure partie de la population va pas se rendre compte que finalement, elle se fait D'accord. imposer des choses. Et est-ce que tu vois donc la même chose, en fait, le même climat dans toute l'Europe? Oui, oui, le même climat dans toute l'Europe avec ce qui me vient, c'est cette image d'Europe forteresse Mhm. par rapport à cette dynamique qu'on peut avoir depuis longtemps, mais qui peut-être devient plus forte ces dernières années avec ce qui se passe de mouvements d'immigration, qui est comme si ça vient plus difficile au niveau humain, plus lourd Mhm. dans les pays, tu sais, qui sont plus dans limite avec la mer, D'accord, ouais. et à l'est avec les pays de l'est, une dynamique de niveau de vie D'accord. qui va faire que ce sera comme plus chaud, j'ai envie de dire, comme Mhm. si l'armée l'armée peut être va être, je vois ça, va être Dis-moi, qu'est-ce que mise tu à vois? contribution dans ces zones pour maintenir le flux dans certaines zones de camps de réfugiés, par exemple dans le côté de la Grèce, Mhm. le côté de l'Italie, comme pour essayer de limiter ça dans ce que je perçois comme un noyau Mhm. nord de l'Italie, France, Luxembourg, Belgique, euh, sud de l'Allemagne, Suisse en plein milieu, une partie de l'Autriche. Mhm. Voilà, comme là, le noyau est comme si c'est plus difficile au niveau social, au niveau humain, encore plus, au-delà de cette Cette limite zone. de Ouais, terre, de cette zone. Oui, très bien.
Alors dis-moi, qui a créé les archives akashiques dont on a parlé juste avant? Ben, ce qui me vient tout de suite, c'est ces êtres, ces formes-là Humanoïde? qui me venaient, humanoïdes déguisés. Comme si ça s'était progressivement mis en place avec dans la création, dans la création de la Terre. Je vois ça comme si c'était vraiment En relation avec la Terre. une création limitée à cette planète. Je D'accord. perçois pas que ces archives akashiques recouvrent d'autres planètes ou univers. Et comme Très si ça bien. s'était développé avec le développement de l'humanité Mhm. sur la Terre, sur la Et planète. quel est le réel objectif de ces archives? Oh. Écoute, c'est venu comme une perception, comme si ça leur permettait surtout à eux Mhm. d'engrammer l'essence, l'essence des infos de l'âme pour pouvoir après comme mieux il me vient comme la diriger, Mhm. la manipuler, Ouais. voilà. Je perçois pas tant ça comme une source d'information tellement utile, dans le sens une bibliothèque qui Mhm. servirait à l'évolution de la conscience de l'humanité, mais Mhm. finalement comme une trame de contrôle Oui. pour ces consciences, finalement pour s'aider dans la manipulation de tout ce jeu qui visiblement se complexifie avec l'évolution de la conscience et la Mhm. multiplicité comme si on devient de plus en plus multidimensionnel, donc comme Mhm. si ça se complexifie de Oui, plus oui. en plus, alors ça leur permet de s'aider à garder l'essentiel des infos. Je vois exactement ce que tu veux dire. J'avais l'impression que c'était pas très clair ce que je Non, non, racontais, c'est mais très clair. ok, Je vois exactement ce que tu veux dire. Je te remercie. ok. Alors, on a terminé ce cycle d'investigation. Je vais compter de 3 à 1 et tu vas doucement revenir à toi. 3, tu te déconnectes de tout et de tous. Tu te déconnectes complètement de tout et de tous. 2, tu reviens à tes propres fréquences. Tu te sens parfaitement bien et tu peux moduler tes fréquences afin qu'elles soient idéales pour toi. Tu te sens parfaitement bien. 1. Tu es de retour dans ton corps ici et maintenant et tu peux ouvrir les yeux dès que tu t'en sens prête. Ça va bien, Sandrine? Oui, oui, ça va bien. Parfait. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo
della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare
al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima
su un 100% staremo credo forse più in basso di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca.
Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.